Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour votre fidélité, merci pour vos témoignages, pour les questions que vous nous posez chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement. Harcèlement physique, moral, cyberharcèlement bien sûr, dans l'environnement scolaire, mais aussi évidemment à l'extérieur, avec en fil conducteur, des rapports de domination, d'intimidation qui peuvent malheureusement avoir des conséquences très graves sur leurs victimes. Savez-vous quand même qu'en France, en 2024, un lycéen sur 4 indique avoir été victime au moins une fois de violences physiques ou psychologiques. Alors, serions-nous dans une société en perte de valeurs, de respect, où paroles et comportements sont malheureusement de plus en plus souvent sans filtre, exacerbés, c'est vrai, par tout ce que nos jeunes voient sur les réseaux sociaux. Alors comment pouvons-nous les aider? Comment pouvons-nous les aider à apprendre, à évoluer dans un environnement serein? Que peut faire l'établissement scolaire? Que pouvons-nous faire, nous, parents? Que peuvent faire les pouvoirs publics? On en parle tout de suite sur Sud Radio avec nos invités. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Annie Redman. Bonjour Catherine. Directrice générale du collège et lycée IPCOM à Paris. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'association e-Enfance. Justine Atlan, je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous lister les différents types de harcèlement auxquels vous faites face au sein de l'association ? Au sein de l'association e-Enfance, on est confronté tous les jours dans les écoles, les collèges et les lycées dans lesquels on se déplace pour faire des sessions de sensibilisation à du harcèlement qui démarre souvent dans la sphère scolaire, mais qui a des prolongements évidemment aujourd'hui dans la sphère numérique, parce que les jeunes se rencontrent en général quand même physiquement dans un premier temps, et l'école est leur premier lieu de socialisation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le réseau dit social prolonge cette socialisation et leur permet d'être dans un environnement où ils sont entre eux uniquement, et donc on voit des situations de harcèlement qui sont à la fois physiques, évidemment psychologiques, et aussi numériques, sachant que le numérique n'a rien de virtuel, puisque au contraire il peut être d'une violence sans nom, et d'ailleurs la loi reconnaît une circonstance aggravante au harcèlement quand en plus il se passe dans la sphère numérique. Est-ce que le profil, est-ce que l'âge des jeunes que vous recevez et de leur famille bien sûr a évolué avec le temps? Est-ce qu'ils sont plus jeunes? Est-ce que ces attaques sont de plus en plus tôt? Oui, nous, on opère le numéro 3018, qui est le numéro national contre le harcèlement et toutes les violences numériques. Et c'est vrai qu'on assiste à un rajeunissement assez clair et assez net, effectivement, des enfants victimes. Les jeunes enfants au primaire, c'est surtout leurs parents, évidemment, qui nous contactent. Mais on a quand même de plus en plus des enfants à partir de 8 ans qui vont faire la démarche eux-mêmes de contacter le 3018 pour nous faire part, effectivement, d'une situation de harcèlement qu'ils subissent. Donc, d'une certaine manière, on peut s'en réjouir parce que ça veut dire que le travail de sensibilisation qui est fait depuis presque 15 ans maintenant par l'éducation nationale, par les médias, par la société en général fait son œuvre, et qu'un enfant aujourd'hui peut-être a plus de facilité à identifier ce qui se passe, ou en tout cas à comprendre que ce qui se passe n'est pas normal et qui ne va pas bien, et qui peut en parler à des adultes pour en témoigner. Donc ça, c'est plutôt le bon côté des choses. C'est vrai aussi qu'avec le numérique, dont les usages rajeunissent énormément, puisque les parents aujourd'hui mettent les enfants sur des tablettes ou des smartphones très tôt et les laissent très tôt aller sur les réseaux sociaux, on voit aussi que ça permet malheureusement de rajeunir tout ce qui est plus cyberharcèlement, où évidemment on voit des enfants dès le primaire être victimes en ligne du phénomène de harcèlement. Donc ça, effectivement, c'est assez flagrant. Et comment est l'enfant que vous avez à 8 ans qui prend contact avec vous de lui-même? Parce que c'est quand même très tôt, à 8 ans, prendre un contact avec une association comme la vôtre et dire je suis pas bien, je suis harcelé. Je trouve que c'est un pas qui est incroyable. C'est quel profil ces enfants? Je trouve que c'est très tôt pour prendre un contact tout seul. Oui, c'est très tôt, effectivement. Souvent, c'est des enfants qui sont... C'est sur quel type de harcèlement? Alors, ça va plutôt être du harcèlement scolaire, physique, physique ou pas physique, parce qu'on a souvent en tête l'image du harcèlement comme une violence physique qui est faite à un enfant.
Mais en fait, ignorer un élève toute une journée, par exemple, ne pas lui parler, ne jamais jouer avec lui, etc., c'est du harcèlement en réalité, mais c'est pas forcément des violences physiques. Voilà. Mais les enfants de 8 ans qui peuvent nous contacter, c'est un enfant qui va vraiment être à bout. Souvent, il nous appelle, il pleure, hein, il est en larmes. Il y a eu quelque chose de plus qui s'est passé. En fait, l'événement de trop de plus, c'est pas forcément le plus grave en soi s'il nous raconte la chronologie, tout ce qu'il a pu vivre, mais Oui. lui, c'était celui de trop de plus. Et il se trouve heureusement que le numéro 3018 est de plus en plus diffusé dans les établissements scolaires, donc il peut le voir en affiche, etc. Encore une fois, on intervient nous aussi en prévention dans les écoles dès le CE1. Donc, on a aussi nos animateurs qui vont dans les classes et qui parlent, donc qui incarnent aussi le numéro en montrant qui peut y avoir derrière. Et donc, on sait que ça facilite aussi grandement le fait que des jeunes, des enfants, s'appellent à nous. Mais c'est vrai que celui qui appelle, il est vraiment très désorienté et vraiment dans un moment de désarroi total. Et est-ce que vous avez l'impression que finalement, vous êtes son premier contact et qu'il n'en a peut-être même pas encore parlé à sa famille, à ses parents? Souvent, oui. Souvent, oui. C'est plus facile pour eux de parler avec vous finalement que de raconter ce qui s'est passé chez eux. Oui, parce que souvent, d'ailleurs, un des caractéristiques qu'on peut retrouver sur pas mal d'enfants qui sont victimes de harcèlement, c'est que ils ont tendance à protéger leurs parents. Donc, c'est vrai qu'ils vont prendre beaucoup sur eux. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ne vont pas forcément en parler à leurs parents, c'est de pas les inquiéter, voilà, montrer qu'ils s'en sortent. Et puis avoir peur parfois que la réaction de leurs parents, qui les aiment et qui va être très en colère ou indignés, produisent parfois peut-être des événements qui renforcent en fait la situation qu'ils vivent. Mais je vois que Annie va intervenir sur le sujet. Alors justement, Annie, puisque vous, en tant que directrice générale, vous accompagnez tous les jeunes qui sont dans votre établissement et qui sont dans ce type de situation qui peuvent en plus déboucher quand même sur des situations assez dramatiques comme la phobie scolaire, plus avoir envie d'aller en cours, plus avoir envie de... Comment faites-vous pour gérer ces situations ? Alors juste pour revenir à ce que dit Justine, il y a aussi une honte à être harcelé. Et donc, parce qu'un enfant qui est harcelé, c'est un enfant qui a des failles en lui et qui n'a pas d'estime de soi. Et donc, quand il est harcelé, il se sent presque coupable d'être harcelé. Et donc, il faut déjà enlever ce regard que l'enfant porte sur lui-même. Oui. Pour qu'ils puissent parler. C'est ça ce que je voulais dire. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont s'adresser à des personnes anonymes plutôt qu'à des personnes qui le connaissent. Pour justement, parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Hein. Alors c'est vrai. Comment vous faites parce qu'il y a des enfants qui ont du mal, ne serait-ce que dans votre environnement scolaire, il y a des enfants qui ont du mal à parler. Donc comment vous faites quand vous sentez qu'il y a un problème et qu'ils ne s'expriment pas ? Alors, oui, alors c'est vrai que dans mon établissement à IPECOM, il y a des numéros partout, parce que c'est la loi, et puis on les affiche souvent. En pré-rentrée, je fais toujours un discours, et ce discours aussi parle du harcèlement, et j'explique qu'est-ce que c'est que le harcèlement. J'explique que, en fait, le harcèlement, c'est aussi du vécu. C'est-à-dire que celui qui dit ou qui fait quelque chose n'a pas forcément le même vécu que celui qui subit ce qui a été dit. Et j'explique aussi que être témoin de harcèlement, c'est aussi participer au harcèlement. C'est-à-dire que en fait, le harcèlement, c'est souvent pour être, comme vous avez dit, le plus fort, se moquer des autres pour être le plus sympathique, pour que la foule adhère à ce garçon ou à cette fille qui harcèle. Et donc, en fait, de rire avec ces harceleurs, eh ben, c'est participer au harcèlement. Et donc, j'explique tout ça déjà, et puis après, je fais une parole vraiment libre avec les enfants, les élèves. Les professeurs surveillent énormément en classe, mais comme on le sait, souvent les harceleurs le font en récréation ou le font derrière le dos de nous tous, et donc c'est difficile d'attraper les choses directement. Et comme vous avez dit aussi, les parents doivent aussi sentir, voir les choses et communiquer avec l'école. C'est important aussi qu'il y ait une vraie communication
Après, il y a la parole libre de l'enfant. Je reçois l'élève, j'analyse avec cet élève si c'est vraiment une répétition ou non, des blagues ou des railleries qui ont été faites. Alors, j'interviens en soit directement, uniquement avec les deux enfants, soit en classe, soit je fais encore une analyse de ce qu'est le D'accord. harcèlement, impose des choses. Qui sont, Justine, les harceleurs la plupart du temps? Ce sont d'autres jeunes? C'est la plupart du temps au niveau des camarades, ou c'est aussi en dehors parfois de l'environnement scolaire et même parfois dans la famille? Ah bah oui, le harcèlement, c'est comme les Annie, c'est un vécu et donc c'est un comportement humain hein, qu'on retrouve dans tout. Dès qu'il y a groupe, en fait, hein, dès qu'il y a groupe, on peut retrouver les phénomènes de harcèlement. Donc c'est vrai que le premier groupe qu'on côtoie, c'est celui de la famille. Hein, donc on peut tout à fait effectivement subir une forme de harcèlement dans son environnement familial. Ça existe dans des fratries ou voilà par des parents. Ensuite, évidemment, l'univers scolaire, bon, est le premier, encore une fois, où tous les enfants de France sont obligés d'aller à un moment. Et donc, c'est le lieu vraiment de socialisation avec vraiment ce côté groupe, hein, parce que dans le harcèlement scolaire, tel qu'on en parle, il y a quand même ce phénomène de groupe, c'est-à-dire cette inégalité de rapport entre une victime qui est seule face à un groupe. Même si évidemment dans le groupe il y a un leader et voilà que souvent c'est lui qui est à la manœuvre ou elle, mais factuellement il y a quand même ce poids du groupe qui l'emporte et qui fait que la victime se sent vraiment complètement réduite, écrasée et dans une impasse dont elle a du mal à sortir. Et faut vraiment comprendre que c'est une sensation que la victime ressent physiquement. Oui. Hein, ce que ça fait ressentir d'être victime de harcèlement, c'est vraiment une contrainte physique de mal-être très profond et qui donne l'impression que, alors évidemment Annie parlait de l'estime de soi, c'est sur des enfants qui en ont très peu, mais vraiment d'être écrasé quoi, de disparaître quoi. Et donc voilà et c'est vrai que les auteurs, nous on essaie quand même de sensibiliser beaucoup les parents sur le fait que ça peut être leur enfant parce que trop souvent, quand on intervient nous devant des parents, quand on parle du phénomène du harcèlement, chaque parent envisage son enfant victime et c'est que sous cet angle-là qu'il considère le problème et le phénomène. Or, heureusement d'ailleurs, c'est ce que moi je dis toujours aux parents, la majorité des parents qui vous m'écoutez, en fait, vous êtes une minorité qui allait avoir un enfant victime. Les chiffres en parlent, ils sont monstrueux, mais c'est une minorité et heureusement. Donc en fait, la majorité des parents qui m'écoutent, votre enfant va plutôt être soit témoin, ça très vraisemblablement, et parfois auteur. On n'est pas toute sa vie auteur, on peut avoir été victime, on peut devenir auteur, on peut être auteur d'abord, on peut devenir victime, voilà. Mais il peut à un moment être auteur et témoin, c'est sûr qu'ils vont tous l'être. Ça, c'est une certitude. Donc, quand on éduque ses enfants et qu'on parle de ce phénomène-là de façon sans gravité, mais qu'on l'évoque régulièrement, parce qu'il faut en parler régulièrement, comme tous les sujets d'éducation, pas qu'une fois. Il faut parler à son enfant en se disant tu vas être en situation de témoin, tu vas assister à ces phénomènes-là, voilà comment tu peux réagir, etc. T'es pas obligé d'être un héros parce que personne n'est un héros dans la vie, donc il s'agit pas de s'interposer en disant à l'auteur arrête, non, parce que c'est compliqué à faire, on sait que c'est difficile et même les adultes ne le font pas forcément. Mais en revanche, tu as d'autres leviers dans les cadres scolaires, auprès d'adultes, auprès d'un numéro, auprès d'ambassadeurs harcèlement, enfin bref, qui peuvent t'aider, qui peuvent entendre et qui vont pouvoir faire quelque chose quand tu es témoin. Oui. Et tu as un rôle à jouer très important parce qu'à l'inverse, comme le disait Annie, si tu ne fais rien, tu es complice et tu participes à donner plus d'ampleur. Donc voilà, donc encore une fois, l'auteur, il faut pas le caricaturer comme un monstre extérieur, ça peut être tout le monde. Et ça, c'est vraiment important que d'emblée, les éducateurs le font, mais que les parents aussi aient ce discours-là. Après. Absolument. Voilà, si on regarde l'auteur en lui-même, il peut avoir des moments de sa vie de fragilité où il peut vivre des choses très compliquées et sa façon d'extérioriser son mal-être. Et ça explique le comportement, absolument. Voilà, exactement. On va se quitter quelques minutes, vous restez avec nous, on revient tout de suite sur le harcèlement moral, psychologique ou physique dans l'environnement scolaire, comment le prévenir. On revient tout de suite avec nos invités, à tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler du harcèlement dans l'environnement scolaire. Merci de rester avec nous. Nous avons évoqué en première partie les différents cas de harcèlement. On va essayer de vous guider un petit peu sur ces situations et sur les issues. Revenons sur ces situations justement en milieu scolaire, Justine, en tant que directrice générale de e-enfance et au regard de toutes les situations auxquelles vous avez dû faire face, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez
envie de dire aux parents? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, parents? Et je parle surtout en référence au cyberharcèlement, parce que c'est quand même un des harcèlements qu'on côtoie le plus aujourd'hui. Moi, en tant que parent délégué à l'école, en tout cas, c'est celui que je vois comme étant le plus courant. Bah, déjà, idéalement, il faudrait respecter quand même la règle que les réseaux sociaux eux-mêmes ont fixée, qui est que théoriquement, ils n'acceptent pas les moins de 13 ans. Mais Euh, ils trichent tous. Bien sûr, ils trichent tous parce que c'est du déclaratif et que pour l'instant, on n'est pas en capacité de vérifier l'âge des enfants, et c'est un combat qu'on mène chez e-enfance pour qu'il y ait vraiment une vérification d'âge sur Internet. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué de tenir ce flot. Mais néanmoins, certains parents y arrivent. Donc voilà, faut vraiment avoir en tête que si ça fait partie des motivations qui peuvent permettre aux parents de mettre en place cette interdiction et vraiment de la poser chez les enfants quand ils sont petits, hein, évidemment, il faut pas à 13 ans dire à son enfant, bah maintenant non. Il faut avoir installé ça aussi en lui disant, bah à 13 ans tu pourras, mais avant, voilà, non, ou alors avec moi, ou alors sur un compte partagé, etc. C'est vrai qu'il faut essayer de résister un maximum à ça. En tout cas, en ayant ça en tête, faut pas le mettre trop tôt. La même chose pour le smartphone. C'est pas obligatoire d'acheter un smartphone à son enfant. Déjà, avant le collège, ça n'a absolument aucune utilité. Donc, Oui, vraiment pas de smartphone au primaire. Ça, c'est une évidence. Et au collège, ben, c'est vrai que les parents ont tendance à offrir un smartphone à leur enfant dès l'entrée en sixième parce qu'ils acquièrent une forme d'autonomie physique, voilà, avec lesquelles ils ont envie de lier le smartphone. Mais il existe, ils sont en vente des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Et donc, les parents peuvent acheter ces téléphones-là. Ça va leur permettre de dialoguer avec leur enfant. Leur enfant pourra échanger éventuellement avec des amis par téléphone ou par SMS, mais ça s'arrêter là. Il va pas y avoir les autres leviers que sont les réseaux sociaux qui, évidemment, eux, favorisent beaucoup le cyberharcèlement avec des messageries privées, des réseaux sociaux où on se moque, etc. Donc, voilà, on peut pas réduire à zéro les risques, hein, dans la vie, donc pas celui-là plus que les autres, mais déjà si au moins on retarde des équipements qui ne sont pas du tout indispensables, qu'on accompagne évidemment l'usage numérique par des conseils sur effectivement la façon de pas trop se mettre en scène, de pas montrer trop de choses de sa vie privée, et puis aussi encore une fois, je suis désolée de dire, mais en étant témoin, de sensibiliser ces enfants que s'ils voient passer sur les réseaux sociaux des phénomènes de cyberharcèlement de leurs camarades, qu'ils les signalent aux réseaux sociaux, qu'ils en fassent part aussi à l'école, qu'ils ne partagent pas ces contenus-là, parce que c'est eux aussi qui participent encore une fois au harcèlement s'ils partagent des bien photos, des sûr, commentaires, des bien vidéos sûr. qui sont moqueuses. Voilà. Donc il y a une forme de responsabilité. Ça paraît un peu lourd pour un enfant, mais c'est bien pour ça qu'il faut pas le mettre sur ces outils-là, parce qu'effectivement ça suppose d'avoir une maturité et une capacité de raison qu'on n'a pas à Et de l'adolescence. On n'y réflexion. peut rien. C'est comme ça. Absolument. Exactement. Annie Redman, directrice générale d'IPECOM, comment ça se passe chez vous au collège et au lycée? J'imagine que le cyberharcèlement a sa place aussi. Bien sûr, ça peut exister. Donc, d'abord, nous, on interdit évidemment le téléphone. Il est pris le matin, même pas à midi, il n'est pas repris. Il est redonné le soir à 18 heures quand c'est fini. J'insiste. Alors, il y a beaucoup vous savez, de groupes WhatsApp pour donner le travail, etc. Et très souvent, de façon insidieuse, il y a des élèves là qui disent des choses. Qui Et utilisent la plateforme, oui, pour dire des choses. donc moi, je pousse beaucoup les parents de se mettre aussi sur ce réseau, un parent ou une personne voilà, pour qu'on sache un peu ce qui se passe. Et puis, il faut bien savoir qu'il y a d'autres plateformes, hein, pour savoir les devoirs. On n'a pas besoin de passer par WhatsApp. Je n'aime pas du tout, moi, c'est WhatsApp, etc. Il faut dire aussi, il y a une chose qu'on n'a pas dite encore, c'est que il peut y avoir aussi dans l'administration des professeurs qui sont aussi des harceleurs. C'est-à-dire que parfois, il y a des élèves qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont considérés, ils se sentent, hein, comme Ah des oui, têtes de turc. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on se bat contre une administration ou contre des professeurs et le danger est fort. J'ai eu, moi, des élèves qui sont venus chez moi parce qu'ils étaient phobiques scolaires et qu'ils avaient subi du harcèlement, non pas de la part des élèves, mais de l'institution. Donc, il faut être très vigilant. Et donc, moi, je pense qu'il faut énormément parler avec ces enfants, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs, nous-mêmes, mon chef d'établissement, et puis aussi que les parents nous parlent. Il m'est arrivé une histoire où une jeune fille s'est mise tout le temps en pantalon. La mère comprenait pas pourquoi.
Et puis elle a avoué que quelqu'un lui avait parlé de sa pilosité, etc. Et c'était pas une fois, c'était 2 ou 3 fois. Et donc elle est venue me parler. La mère me l'a dit, et j'ai convoqué les parents, les 2 enfants, et ils ont parlé avec moi, et ils ont trouvé euh, vraiment, ils ont compris pourquoi ça pouvait être dérangeant pour la jeune fille, etc. Donc là, la parole est extrêmement importante, et puis après, il y a la sanction, il y a la punition, et il y a évidemment le renvoi. Moi, je ne tolère pas, et je crois aussi une chose très, très importante, c'est que les pervers ou les harceleurs, s'ils sentent qu'il y a une très forte autorité, et la pose de limites, ils ne le font pas. Ils le font ailleurs, dans un autre espace. Il y a Parce que énormément d'établissements où le harceleur et le harcelé vivent ensemble et où il n'y a pas de renvoi demandé pour le harceleur. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est un peu ne pas faire de vagues, se taire. Oh, c'est pas si grave que ça. Non, c'est très grave pour un enfant. Et encore une fois, c'est le vécu de l'enfant qui est important. Alors, on peut lui dire et on peut lui montrer que peut-être c'est pas forcément du harcèlement, mais parfois, si c'est répétitif, eh ben, il faut agir. Et ça, il faut donner la parole à ces enfants qui sont en souffrance. Avant de se quitter, est-ce que vous avez toutes les deux le sentiment que les pouvoirs publics en font assez, sont assez présents sur ces sujets? Alors, Justine. je pense. Ouais. Allez-y, Justine. Non, je pense qu'évidemment, il y a un sentiment des familles, notamment des victimes, que c'est pas le cas parce qu'il y a encore trop de situations. On nous parle parfois de chiffres qui baissent, mais en réalité, je pense que sur le terrain, on n'a pas du tout cette impression-là, bien au contraire. Donc non, c'est pas du tout assez. Alors, c'est un phénomène que l'institution a pris récemment en compte. Ça fait encore une fois à peine 15 ans qu'on parle de harcèlement à l'école. Avant, il n'y avait pas de mot pour ça. Pourtant, on avait malheureusement un phénomène qui existait déjà. Oui. Donc, voir qu'effectivement, c'est pas très long pour une institution en termes d'implémentation et de créer des réflexes professionnels partout en France, dans toutes les écoles, les collèges et lycées, pour être capable de reconnaître, identifier, savoir comment faire, mettre en place des protocoles et que ça soit fait pour tout le monde. C'est vrai que c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent, et c'est à ça qu'on se heurte parce que il y a rarement un individu qui va être contre le fait de ne pas s'occuper d'un enfant harcelé. Les professionnels sont pas désempathiques, simplement effectivement, parfois ils préfèrent ne pas voir parce qu'ils se disent mais je vais pas savoir comment traiter cette situation, donc je préfère faire comme si elle n'existait pas, ce qui évidemment est inacceptable et qui laisse des enfants souffrir. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. C'est triste à dire, mais c'est une question de moyens, déjà de formation tout simplement, formation initiale, formation continue, et qu'il y ait alors des moyens sont mis en place chaque année de plus en plus, mais non, c'est pas assez. Mais on peut pas dire non plus qu'il y a rien. Voilà. Bon, merci à toutes les deux. Le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Merci Justine Atlan, directrice générale de e-Enfance, d'avoir été avec nous. Bravo pour tout ce que vous faites pour tous ces jeunes. Et merci Annie Redman pour la bienveillance que vous apportez dans votre école. Il n'y en a pas si souvent. Donc merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour une autre question d'éducation. À dimanche. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.